Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, je vais vous parler de Souviens-toi l'été dernier. Petite sensation de déjà-vu peut-être car j'ai déjà évoqué ce long métrage il y a quelques semaines sur la chaîne, et même le 2. Mais c'est bel et bien du reboot, du requel dont il va être question ici, sorti ce mercredi en salle, façon Scream évidemment, on reprend le même titre que le brûlot de base, on surfe sur une sorte de nostalgie et peut-être aussi avec la même voix du succès, on ne sait pas. Bon, à la réalisation, nous avons Jennifer Kaytin Robinson qui coécrit également le scénario, qui a fait notamment des œuvres pour Netflix. Hein, ça veut tout et rien dire, cela. Et au casting, comme il s'agit quand même d'une suite des deux premiers, le 3 n'existe pas, enfin il est dans un univers alternatif et je ne l'ai même pas vu, eh bien ouais, on en a deux qui sont là, d'actrices et d'acteurs, les deux survivants du premier film. Jennifer Love Hewitt dans le rôle de Julie et Freddie Prinze Jr. dans celui de Ray. Mais on va pas forcément beaucoup les voir. Le focus, il est sur des plus jeunes. Alors attention, c'est un peu plus que la vingtaine, là, ils doivent avoir quoi, 25, 27 ans. Dans le rôle d'Ava, qui est vraiment un petit peu le parallèle de Julie, si vous voulez, nous avons Chase Sui Wonders pour jouer Danica, qui est un petit peu la reine de beauté, façon Sarah Michelle Gellar dans le premier film. Oui, il y a beaucoup d'écho, forcément. Nous avons Madeline Klein, il me semble que je l'ai vu ailleurs, d'ailleurs, cette actrice, mais je ne sais plus où. Pour le Ray Bis plus jeune, Milo, c'est Jonah Hauer King, et le Ryan Phillippe, aussi musclé, un peu riche, voilà, qui est si nouvelle version, Teddy, c'est Tyreke Weathers. Bon, il y a quand même un peu plus de personnages importants, notamment Stevie, qui est resté sur place, qui bosse avec d'ailleurs le personnage de Ray, on reviendra après, et elle, c'est Sarah Pidgeon qui la joue. Citons aussi la présence de Billy Campbell, qui joue, on va dire, le grand mania local, qui est le père de Teddy. C'est un acteur que j'avais vu dans la série 4400, et qui a aussi joué chez Coppola, voilà. Et on va pas forcément en dire plus niveau personnage et acteur, il peut y avoir des surprises. Il y aura une zone spoiler quand même à un moment donné, forcément. L'histoire se déroule donc, 28 ans on va dire, après les événements de Southport 96-97, parce que forcément, il se passe un truc, et après c'est un an après pour Souviens-toi, l'été dernier. Là, ça va être la même chose. Nous avons ici une bande de jeunes qui fêtent leur retrouvailles des années lycée, 5-6 ans après, pour, oui, si on veut, souhaiter des belles fiançailles à deux d'entre eux. Et en rentrant, donc, pour voir, enfin, en allant voir le feu d'artifice, forcément, c'est toujours au 4 juillet que ça se passe, dans cette ville côtière de pêcheurs de Southport, eh bien, ils vont faire une bêtise, ils vont causer un accident. Alors là, ils ne renversent personne, non, c'est juste qu'il y en a un qui est complètement bourré, qui a fumé au milieu de la route, du coup, il y a un conducteur qui va l'éviter, blam, dans le ravin. Voilà. Un an après, il se retrouve, c'est très drôle, non plus pour les fiançailles de Danica, mais pour un truc prénuptial de cette même Danica, mais qui a changé de mec. Bon, et là, justement, Danica elle reçoit une note, petite lettre, le fameux « I know what you did last summer ». Voilà, c'est le titre en VO, quoi. Et du coup, ils se sentent tous menacés. Oh là là! Et très vite, ils vont être attaqués par le pêcheur, et oui, le tueur-pêcheur des deux premiers films. Et peut-être du 3 aussi, mais je n'ai pas vu. Bref, alors, ne serait-il pas mort, le méchant des deux premiers films? Parce que oui, c'est le même, bon. Ou alors, autre chose? Ouh là là, gros mystère. En tout cas, on va forcément, ici, assister à beaucoup de scènes de meurtre, de sauvetage in extremis, et on va se demander qui pourrait être derrière le masque de ce méchant pêcheur au crochet. Et pas que au crochet, là, il est upgradé niveau arme, parce que sinon, c'est pas drôle, il en faut plus, quoi, ici, pour un film des années après. Bon, mes avis sur les deux premiers, vous les avez, donc, dans ces vidéos faites ces derniers temps, justement, je m'étais dit que peut-être j'irais le voir au cinéma, ce requel. Bon, c'est les vacances, il n'y a pas grand-chose d'autre, à part Eddington, que je vous invite à voir, forcément, parce que c'est très bien. Et j'en ai déjà parlé de toute façon. Mais là, bon, oui, allez, je me suis dit, après tout, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Finalement, le dernier Destination Finale, par exemple, là, même si c'est autrement, dans une forme de saga, il n'y a pas forcément besoin de requel, là, était plutôt plaisant. Bon, là, c'est assez évident dès le début.
rien qu'avec l'archétype des personnages, qu'on allait nous rejouer le premier film. Dès la scène d'introduction vraiment en plan aérien, là de drone maintenant, avant c'était plutôt hélico, mais là c'est un drone, c'est pareil, hein, on nous plonge tout doucement vers cette ville côtière. Sauf que d'ailleurs ça cut soudainement en mode attention, attention, ça va peut-être aller plus vite, il va y avoir plus de problématiques, ou pas, je ne sais pas. Mais c'est ça qui m'a gavé dans la première partie, déjà, hein, je pose l'avis ici que je peux avoir sur le début, c'est qu'on nous réinstalle les mêmes codes. Stéréotypes, oui, mais même la façon dont les jeunes se réunissent, ils sont plus âgés, d'accord, ok, et puis les mêmes délires sur la route, à moitié bourrés ou autre en voiture. Oh là là, et puis attention, il ne faut rien dire. Alors là, par contre, on upgrade un petit peu, le père sur place, hein, le très riche, il a plus de pouvoir encore, dès qu'il va pouvoir aider ces jeunes. Ok, d'accord, pourquoi pas. Et puis un an après, tout ça, et il y a eu des ruptures entre-temps, ils vont se retrouver, ou pas, c'est plus difficile. Oh, qu'est-ce que c'est saoulant. Et le film, il fait 1h50, pour te rejouer la même partition les 2/3 du temps. C'est pas ultimement mauvais. Il y a des choses qui sont sympathiques. C'est difficile de défendre. Il y a en zone spoiler, je parlerai d'une scène en particulier, qui est à la fois un problème et le moment cinéma du film. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est que là, vraiment, ça s'assume totalement en nostalgie. Là où le requel Scream, bon, essayait d'aller dans le méta, un peu comme dans les films précédents. Là, il n'y a pas à installer cet univers, parce que les deux premiers films sont assez pauvres dans leur, on va dire, caractéristiques globales. J'ai tendance même à préférer le 2, parce qu'au moins il était plus fun, nanardesque, et pas que par la présence de Jack Black en rasta blanc. Là, ça se reveut au sérieux au niveau du premier film, et t'as l'impression que même dans la confection actuelle des requels, le film est en retard. C'est-à-dire que tout sonne faux, ici, dans cette ville, avec des bobos blancs, hein, plus ou moins. Il y en a qui sont plus riches que d'autres, mais quand même, on va pas les plaindre. Et puis nous remettre les deux personnages d'avant, bon, ça c'est une fausse bonne idée. Ça tente quelque chose à un moment dans l'écriture, mais alors ça tombe super à plat, parce que on voit bien que c'est au forceps, ça. Et du coup, les nouveaux personnages n'ont aucune caractérisation autre que d'être des clones des films, des personnages du premier, quoi. Notamment la Danica, qui a été aussi reine du bal, tout, qui est une Sarah Michelle Gellar, Biss, jusqu'à un point où ça en devient troublant, et que c'est too much. Mais je reviendrai sur ce point dans la zone spoiler. Ava, donc on sent que d'une manière ou d'une autre, ça va être la battante qui va essayer de s'en sortir, et les autres autour, bon, on en est presque au niveau du PNJ, ici, dans la mise en place de ces protagonistes. Et derrière, on attend que les scènes de meurtre, qui sont un peu coup-ci, coup-ça, parce que oui, le crochet, alors attention, à un moment, il y a un beau contre-plongé en face, voilà, d'ailleurs, je crois que c'est ça que j'ai choisi en miniature, à moins que je change d'idée au moment où j'upload. Il y a des petits moments assez iconiques, mais oui, attention, il n'a pas qu'un crochet. Il y a même des moments où tu sens le petit délire, j'en parlais dans la zone spoiler, qui fait que on perd un petit peu le côté mystique du premier tueur. Et en plus, celui-ci, donc là, utilise d'autres choses. Alors des harpons, pourquoi pas, ça donne des scènes sympathiques, mais bon, et même une cage de pêcheurs à un moment. Avec des stratagèmes qui sont un peu pénibles quand même, parce que voilà, on voit vraiment le plan trop établi, et on perd finalement de cette atmosphère-là des meurtres, qui était assez simple finalement des premiers films, quand bien même, oui, on ne peut plus resservir la même chose aujourd'hui. Et pourtant, le film essaye de resservir quand même la même chose. Il est dans ce paradoxe-là, ça en est presque cynique quand même dans cette idée de nostalgie. Et donc après, avec l'idée du grand mania local, donc Grant Spencer, le père de Teddy, qui a voulu tout effacer de ce qui s'est passé avant, parce que maintenant c'est une station balnéaire, il faut attirer les touristes. Ok. Et du coup, voilà. Puis il y a un pasteur aussi, là, le pasteur Judas. Super le nom. Oh, et j'ai oublié la podcasteuse, Tyler. Oh là là, ce personnage. Pas assez exploité. Je me suis dit, on va peut-être creuser quelque chose là, peut-être. Même si c'est un petit peu, voilà, cette idée de, oh la corde de la nostalgie et du fanservice. On met un personnage qui est fan de ce qui s'est passé là.
Elle tient un podcast, littéralement. Elle vient sur place faire un reportage. Elle reconnaît que les lieux sont beaucoup plus embourgeoisés qu'avant. Oh là là! Mais le film n'en veut pas en faire grand-chose. Ça, c'est une erreur d'écriture, selon moi. Mais bon, parce que du coup, c'est juste du comic relief. Parce qu'elle joue super mal, la pauvre. L'actrice, je vais pas forcément dire du mal d'elle, parce que je sais pas ce qu'elle a fait d'autre. Mais elle a été écrite ainsi, elle a fait ce qu'elle a pu, quoi. D'ailleurs, ça joue pas super bien. Et j'ai même envie de dire que Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr., c'est pas terrible pour leur retour. C'est pas terrible. Ils ont plus fait grand-chose depuis, du moins de très marquant. Mais quand même. Alors ouais, le personnage de Julie est devenu prof, elle a toujours son trauma. Ray a l'air de mieux vivre la chose, il n'est plus trop pêcheur, maintenant il est propriétaire d'un bar. Et il a pris sous son aile, donc une des filles qui bosse, là, qui est une ex-amie du groupe. En mode survie, ils vont donner des conseils, peut-être les deux, mais ils peuvent plus se piffer, Julie et Ray. Hein, non, ils étaient ensemble à la fin du 2, là il y a eu des problèmes. Hein, elle a même coupé la photo, elle veut plus entendre parler de son mec. Est-ce qu'on en saura plus dans le film? Je vais vous le dire très vite. Pour le reste, rien de plus, si ce n'est spoiler. Et oui. Alors, spoiler, commençons par la fin. Bon, que la tueuse soit Stevie, parce que, bah, en fait, celui qui a été renversé un an avant, c'était son... Enfin, renversé, celui qui est tombé dans le ravin à cause du crash, là. C'est son petit ami. C'est hyper tiré par les cheveux. Parce qu'il fallait qu'il arrive là, qu'il soit victime de cet accident, là, pile au bon moment. On dirait un stratagème du destin. Alors, pourquoi pas, hein. Suspension consentie d'incrédulité. Ok, dans ce genre de film, il le faut. Mais bon, bon, elle découvrira après, elle veut se venger. Ok, d'accord, super, c'est elle la tueuse. Mais comme je l'ai dit, hein, on sent le stratagème. On voit que sur une scène, il y en a deux. Il y a deux tueurs. Et c'est là où j'ai sombrement ricané dans ma barbe. Bon, j'ai pas de barbe, mais vous comprenez l'expression. C'est que j'étais en train de me dire, bon, ok, souviens-toi, l'été dernier, à la base, c'est une saga qui surfait sur Scream. Ça reprenait l'idée de slasher. Mais au moins, ça avait l'idée de tirer un lore un peu autrement et d'être cohérent sur le 2, même si c'était un peu, voilà, un truc. D'ailleurs, on fait un petit clin d'œil au 2, là, en parlant des Bahamas, à un moment, ok. Bon. Mais là, on nous fait de ces deux tueurs, du coup, une révélation et même une construction à la Scream. Même à un moment, la podcasteuse là, qui se fait trop vite tuer, c'est dommage, en fait. Elle soulève la capuche, elle dit « C'est vous !» Oh mon Dieu! Et d'ailleurs, en disant cela, elle révèle l'idée que le tueur ne peut être que quelqu'un qu'elle connaît, et en termes de podcasteuse, ben ça ne pouvait être que, au final, Julie, Ray, ou le grand Manitou entrepreneur, parce qu'elle a fait son enquête, elle sait qu'il est partout. À un moment, j'ai cru que c'était lui, mais en fait, c'est pas logique, à un moment, il s'en prend à son fils, donc non. À un moment, j'ai cru que c'était le père et le fils associés, mais très vite, j'ai abandonné l'idée. Et donc, le deuxième tueur, c'est Ray! Eh oui, le gentil Freddie Prinze Jr. D'ailleurs, il était un peu accusé à tort hein, dans le premier film, et le 2, je sais plus, bref, oui, je crois, le 2 aussi. Bon, là, c'est vraiment lui. Il aurait pété un plomb, il aurait aidé Stevie, parce que, attention, la nostalgie, on nous a oubliés, on a voulu nous effacer avec cet embourgeoisement des lieux. Il fallait se rappeler qu'on a subi cela en créant une autre tuerie. Oh, le mobile de merde. Alors, je veux bien qu'il ait subi un trauma aussi d'avoir visiblement été largué par Julie. On ne saura jamais comment ni pourquoi, mais je pense qu'elle a senti au fond d'elle qu'il était un petit peu timbré borderline. Ok, peut-être. Mais qu'est-ce que c'est pénible, ça, cette révélation-là. Et puis Julie qui va venir vraiment au bon moment pour sauver la Final Girl, association de Final Girls à la fin, évidemment. Julie et son effet miroir plus jeune, Ava. Waouh, waouh. Mais dans tout ça... Bon, oui, il y a des meurtres sympas, le père et le fils. Bon, le prêtre hors champ, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il a été tué, on ne voit pas son meurtre. On sent que la scène a été coupée, c'est dommage, c'est bien fait de taillader quand même. Mais bon, Danica, la reine du bal, là, qui va mourir, soi-disant, sur le bateau. Pas du tout, elle va survivre sur une plage. Oh là là. Oh, que c'est pas tiré par les cheveux, ça. Mais cette même Danica qui se voit en tant que Hélène, hein, c'est ça le personnage de Sarah Michelle Gellar du premier film. Et à un moment, elle va avoir un rêve, un cauchemar, où elle va voir
Ce personnage, oui, Sarah Michelle Gellar est de retour aussi, alors avec du rajeunissement numérique. Pour la seule scène de cinéma profonde du film, j'ai pensé à David Lynch, elle rentre vraiment dans son rêve à travers un rideau rouge, avec des compositions numériques, alors c'est très numérique malheureusement, mais cette idée de culpabilité, de vouloir rejouer, alors tu es comme moi, hein, au final, hein, tu es comme moi, bah oui, le film le dit, vous êtes comme ces personnages du premier film, et le film, il est comme le premier film, et c'est dur ça, parce que il est conscient de ça, le film, il en rit, et ça en devient cynique, sur la nostalgie, sur cette scène de fanservice absolu, et sur tout ce que ça essaie de reconstruire. Et l'idée du pétage de plomb de Rey en plus, qui tombe mal. Et en plus, les doubles révélations finales, l'une sur le bateau et l'autre dans son bar, là, très mal géré. Très mal géré dans le timing cinéma, c'est trop rapide, c'est bazardé, c'est pas bien mis en scène. C'est vraiment dommage pour cette conclusion, parce qu'il y avait quand même des trucs intéressants dans certains meurtres avant, dans certaines constructions, on va dire, d'ambiance, crescendo et tout. Bon, il y avait un petit peu de jumpscare, mais c'était pas mauvais, hein. Puis cette fin, bah, elle est raplapla pour souffle, quoi. Voilà. Et en plus, il y en a une qui survit, elle devrait pas, bon, elle a de la chance, elle s'est pas noyée. Et même que la tueuse, Stevie, visiblement, s'en est sortie. Ah là là, lol, dernier plan du film, avant la scène post-générique, il y en a une. Les deux filles qui parlent, Ava et Danica, qui ont survécu, les deux Final Girls du coup, elles rigolent, ah elle est vivante, peut-être qu'on devrait la tuer, hein. Ouais bon, du coup il y aura une suite, quoi, c'est ça. Confirmation, scène post-générique, on nous ramène une personnage du 2. Carla, jouée par Brandy, vous savez, la chanteuse, Brandy Norwood. Oh là là, on va nous faire une suite qui va ressembler aux 2. Alors ça serait peut-être s'ils iront pas aux Bahamas cette fois-ci. Ah, ils vont peut-être, je sais pas, aller en Jamaïque, j'en sais rien. D'ailleurs, elle a un nouveau mec, parce que son mec de base, il est mort dans le 2. Et évidemment, elles sont menacées, et Julie est menacée. Mais par qui? Par la survivante, Stevie, ou par autre chose? Moi, j'en sais rien. Et j'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie qu'il y ait un 2 de ça. Mais si ça marche, il y aura un 2. Vous l'avez compris, ça. Ça veut surfer sur la nostalgie, le fanservice du requel et le succès. Mais non. Je ferme la zone spoiler. Non, ce film, non. Non, alors, je n'ai pas passé un mauvais moment devant, mais c'est trop long. Puis à certains moments, tu vois les grosses pattes du scénario, qui empiètent d'ailleurs sur la mise en scène, hein, parce qu'en fait, les meilleures scènes du film, à la rigueur, ce sont des répétitions du premier, où on reprend les décors un peu du premier qui ont été modifiés, changés, forcément. Mais il y a des trucs qui vont pas au bout. Par exemple, il y a une scène au sauna, ça va pas au bout. Alors, je sais que c'est pour nous mettre des fausses pistes autour d'un ou deux personnages, hein, ouais. Alors, il y a des tentatives de... Vous savez, le hareng rouge, c'est drôle, parce que c'est un village de pêcheurs. Bref. Mais non. Non, c'est surfait, c'est pas bien géré. Le final, le double final, est très très bancal, y compris dans les motivations, des révélations. Non. Ah ouais, d'ailleurs, on essaye de faire quelque chose qu'on n'a peut-être pas osé dans notre saga avec cette finalité, peut-être, mais non. Non, ça ne marche pas. Voilà, donc la scrimisation, requelisation de Souviens-toi l'été dernier, c'est non, c'est au mieux moyen. J'ai pas envie d'être trop méchant parce que j'en attendais rien de ce film, fatalement. Mais 1h50 pour ça aussi, pour rien caractériser plus que faire des effets miroirs du premier film, et pour nous faire un truc faussement grandiloquent et tentative de surprenant à la fin. Oh, on souffle fort, et pendant le film, je crois que j'ai soufflé à plusieurs reprises, je vous l'avoue. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre, entre guillemets, hein. Si vous l'avez vu, j'ai tendance à dire que c'est le moins bon des trois, mais le premier, quand je l'ai revu, c'était fadasse, hein. Finalement, le 2, il s'en sort bien, avec son côté comique pratiquement assumé. Même si bon, hein. Donc voilà. Si jamais ils en font un 2, un autre, souviens-toi l'été dernier 2, je suis pas sûr d'aller le voir en salle, hein, quand même. Enfin, ça dépendra, hein, si c'est en plein été et qu'il n'y a rien en face. Mais bon, dire que je dis, et je le dis, hein, j'arrête d'aller voir du MCU au cinéma. Sauf exception. Il va y en avoir peut-être une bientôt, là, d'exception. Mais vous comprendrez pourquoi, si jamais ça se fait. Peut-être. Je veux pas spoiler quoi que ce soit, parce que si ça se fait pas, c'est dommage. Mais, bref. À vous la parole, hein. Ai-je bien fait d'aller voir cela? Peut-être pas, mais je l'ai fait, je l'ai vu. Veni, vidi, bah, pas trop Vici pour le coup, quand même. Mais si vous avez aimé, vous avez le droit de vous exprimer ici dessous, bien sûr, à vos petits claviers. Je vous dis à la prochaine, ciao.